Docteur Ibrahim, à vous la parole. Oui. Bonjour tout le monde. J'espère que les gens sont en train de nous rejoindre petit à petit, mais il faudrait quand même qu'on commence. Je tenais à remercier les services de Jésus Gonzalez de nous avoir permis encore une fois de nous réunir sur une thématique très importante sur la VNI et qu'est-ce qui se passe après la mise en place d'une VNI. Jésus Gonzalez est avec nous, il va certainement participer à la discussion. Nous avons notre ami Laurent Ansolini, kinésithérapeute du service de Jésus et qui ne fait que de la VNI, en fait, avec la réadaptation. Mais c'est son boulot dans le service, c'est la VNI, comment la suivre, comment donner les paramètres et comment lire les tracés de VNI. Et c'est d'ailleurs son thème d'aujourd'hui, c'est comment on pourrait lire ces tracés de VNI. Voilà un malade qui est venu en BPCO en exacerbation, une hypercapnie, on traite par VNI. Comment la machine pourrait nous renseigner et comment on pourrait nous la lire et lire les tracés pour savoir est-ce qu'on est bon ou pas, est-ce que le malade a encore besoin de quelques centimètres de pression en PEP ou en IPAP. Elle va nous parler de tout ça, la fréquence respiratoire aussi, elle va nous parler de tout ça. Et je lui donne la parole tout de suite. Tu peux te présenter les services, Laura, pendant pratiquement 2 minutes. Oui, bonjour à tous, bienvenue. Oui, moi j'ai travaillé comme kinésithérapeute au SSR respiratoire depuis 2014. Et effectivement, je me suis spécialisée dans la VNI et notre quotidien, en fait, c'est la lecture de tracés et la surveillance de la VNI. Chez nos patients ventilés. Donc, c'est quelque chose qu'on a la chance, en fait, de pouvoir faire tous les jours. Effectivement, quand vous êtes en consultation, j'imagine, c'est pas ces suivis réguliers, mais voilà, il y a des techniques que je vais vous raconter et j'espère que ça sera plus clair pour tous après. Parfait, tu peux commencer, Laura. On y va. D'accord, alors on va faire partager l'écran. Voilà. On y est. Vous m'entendez? C'est parfait. OK. Donc, lecture des données sur le logiciel machine. C'est très important de surveiller la VNI. Les plans de ce PowerPoint. Ah, attends, je vais peut-être… Voilà, on y est. OK. Donc, je vais vous parler en premier lieu de la méthode de lecture qui se base sur les recommandations du groupe d'assistance respiratoire de la SPLF. Ah, c'est revenu en arrière. Voilà. Donc, je vais vous raconter effectivement la méthode de lecture. Ensuite, il y a quelque chose à savoir avant de commencer la lecture par rapport au patient, sa pathologie, son âge. Et ensuite, on entrera dans le cœur du sujet, les plans de lecture. Donc, comment analyser d'abord les données de synthèse et ensuite les données détaillées. Donc ici, c'est un logigramme qu'il faut toujours avoir en tête pour bien surveiller la VNI et pour atteindre notre objectif qui est la diminution de l'hypoventilation alvéolaire. Et on a en fait des outils vraiment simples à la portée de tous qu'on peut utiliser pour atteindre notre objectif. Rien que, par exemple, regarder l'observance du traitement.
C'est très important parce que encore avant de faire des changements, d'aller regarder les courbes et faire des changements de réglage, en fait, déjà, il faut s'assurer que le patient est adhérent au traitement. Donc, on a vu que dans les pathologies, par exemple, comme la BPCO, la SLA, une observance de minimum entre 4 et 5 heures avait des répercussions sur la diminution de l'hypercapnie et la diminution aussi de la mortalité pour ces patients. Après, il faut vérifier que cette observance en qualité, qu'elle ne soit pas fragmentée. L'idéal, c'est que le patient puisse démarrer le traitement et l'arrêter une fois que la nuit est passée, sans pause pendant la nuit. Ensuite, une fois qu'on s'est assuré qu'on n'a pas de problème d'observance, on passera aux fuites, à regarder la présence au moins ou pas de fuite. Et seulement après, on pourra s'occuper d'éliminer le problème, par exemple, d'obstruction, donc d'obstacles au flux d'air qui arrive dans les poumons du patient. Une fois qu'on a écarté aussi la possibilité d'obstruction, on ira seulement à ce moment-là voir s'il y a des signes de soif d'air, s'il y a des asynchronismes. Et effectivement, déjà, les logiciels machines, ils sont très bien faits. Je vais vous les montrer. Après, il y a des photos. Déjà, avec ça, en fait, on peut reconnaître pas mal de choses si on sait les utiliser, bien sûr, mais il reste quand même des cas où on ne peut pas se passer de faire une polygraphie ou même une polysomnographie si on n'arrive pas à s'expliquer l'échec du traitement. Donc, je vous disais, avant de démarrer la lecture avec les logiciels, il faut quand même avoir quelques informations sur les patients. Donc, savoir son âge, sa taille, sa pathologie, avoir les résultats des gaz du sang pour pouvoir avoir une référence et savoir aussi les réglages du ventilateur, si éventuellement il y a de l'oxygène en plus, et très important aussi de savoir quelle interface utilisent les patients. Ensuite, nous, c'est ce qu'on fait chaque matin quand on télécharge les données. On demande au patient comment ça s'est passé la nuit et donc lui, il pourra nous renseigner sur les conforts, la tolérance, s'il a remarqué déjà des changements, par exemple, sur ses symptômes. Et voilà, on y est. On attaque les plans de lecture, qui est très important en fait de respecter rigoureusement, parce que sinon on risque en fait de passer, si on saute des étapes, on risque de modifier le mauvais paramètre et du coup retourner dans un échec sans savoir qu'est-ce qu'on a fait de mauvais si on ne sait pas, si on ne s'est pas assuré qu'on était bien déjà avant. Donc voilà, c'est vrai que c'est simple, j'ai envie de dire, si on respecte l'ordre de lecture. Donc, la première chose, on a dit, c'est l'observance, vérifier l'observance au traitement. Est-ce qu'elle est plus de 4-5 heures? On a vu que c'est la seuil souhaitable. Et si le traitement, il est continu ou fragmenté. Ensuite, on pourra voir aussi, jeter un œil aux autres tendances. Par exemple, suivre la montée des LIPAP si on a fait des modifications de réglage dans ce sens.
voir par exemple l'index d'apnée-hypopnée, l'IH. On pourrait jeter un œil aussi, par exemple, au pourcentage d'inspiration spontanée. Ceci, en fait, va nous dire donc les cycles spontanés du patient. Et par exemple, c'est vrai que dans les services, on a cette culture que pour un patient BPCO, par exemple, où on a envie en fait qu'il puisse vraiment se reposer la nuit et reposer surtout ses muscles accessoires de la respiration, et ben, on aurait envie que ce pourcentage d'inspiration spontanée puisse baisser. Je vois qu'il y a… Ah, OK, il y a une question. Donc, qui est le plus important, l'observance ou la fragmentation? Du coup, je vais vous répondre oralement ou je fais taper la réponse. Non, répondre en direct. Voilà. Peut-être, Laura, peut-être Oui, laisser les questions à la fin. d'accord, je les Les laisse questions à la fin courir. pour ne pas te couper dans ton topo. Ça marche, OK, on fait comme ça. Donc, je fais terminer. Hop. Voilà, on reprend. Donc oui, je vous parlais donc de jeter un œil aux autres tendances. Ils sont toujours avec en valeur moyen, en valeur médiane, la médiane, et le 95e percentile. Je vous conseille de regarder la médiane parce que c'est en valeur, en statistique, en fait, c'est plus fort que la moyenne. Parce que justement, la moyenne, s'il y a des grosses différences, ça ne nous dira pas grand-chose. Donc, ceci, l'observance et les autres tendances, ce sont les données de synthèse. OK? Ensuite, une fois sans sauter cette étape des données de synthèse qui nous donne quand même une vue d'ensemble, on passe du coup à examiner les données détaillées et là, on aura l'œil pour regarder les fuites, les obstructions ou les asynchronismes. Donc voilà, je vous disais, les données de synthèse, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure en fait. La fragmentation, effectivement, c'est importante de la relever parce que ça peut être synonyme d'inconfort. Par exemple, les patients, du coup, ils se réveillent et parce que les traitements, par exemple, ce n'était pas assez ou parce qu'il y avait des asynchronismes, je ne sais pas, mais entre-temps, on remarque qu'il a arrêté le traitement, il s'est réveillé, il a éteint la machine. Donc, c'est pas bien. Ça pourrait aussi représenter en fait une aggravation clinique. Par exemple, quand on a voilà, la vue d'ensemble de l'observance, on pourrait, par exemple, chez un patient BPCO, sur la période choisie, par exemple, de plusieurs mois, on pourrait repérer les moments où le patient il a eu son exacerbation, parce que peut-être on aura une observance augmentée et aussi une fragmentation plus importante. Donc voilà comment ça se présente sur le logiciel, par exemple, de ResMed. C'est comme ça qu'il se présente les données de synthèse. Donc vous voyez sur la gauche, en colonne, on a la vision donc de l'observance, par exemple, le mois de février et le début de mois de mars. Et du coup, sur la partie droite, on peut voir qu'effectivement, à partir de mars, les patients, il a commencé à mettre sa machine et il la met plus de 4 heures. Ah, il y a un petit bug de mon écran. Ça ne défile pas à la prochaine diapo. Voilà. Voilà, excusez-moi. Ça, c'est du coup sur un autre logiciel. Voilà comment ça se présente. Donc, on le voit dans les rectangles violets. L'observance,
en colonne comme ça. Et du coup, vous voyez qu'à chaque blanc, bah, ce sont des pauses du traitement. Donc ici, on voit par exemple une observance qui est très fragmentée. Donc oui, je vous disais, on peut jeter un œil en fait aussi aux autres tendances. Donc en fait, sur pareil, une période qu'on peut choisir, on peut regarder la montée de pression, les fuites aussi. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais ça vient après en fait. Ça sera plus simple. Donc, on pourra voir la tendance des fuites, la tendance des l'IAH, de la fréquence respiratoire, du VT. Ceci, c'est très important. Commencer par ça, ça donne des idées. On remarque des choses qu'on va mettre dans un coin de notre tête. Et ensuite, on va voir les données détaillées, c'est-à-dire les courbes. Enfin. Donc voilà, là par exemple, je voulais vous montrer encore une fois sur les données de synthèse, comment on peut interpréter par exemple, on voit dans la partie plus haute la montée des pressions, donc les modifications du réglage qu'on a fait au fur et à mesure des jours, et comment on voit la tendance par exemple à augmenter aussi des l'IAH. Donc là, comment on pourrait l'interpréter? Peut-être que les patients, il s'est dû contraindre de serrer beaucoup son masque pour, vu de l'augmentée des pressions, pour éviter des fuites. Il a beaucoup serré son masque, causant un recul de la mandibule. Et ça, par exemple, ça pourrait entraîner des obstacles, des obstructions et du coup faire augmenter l'IAH. Donc voilà. Préciser, Laura, que tu veux Oui, dire par l'IH, l'index d'apnée-hypopnée, oui, chez quelqu'un qui est en VNI, et que dès qu'on augmente un peu les pressions, peut-être qu'il tire aussi sur son harnais, qu'en fait, il fait pousser la mâchoire inférieure et ça crée des obstacles derrière. Et donc, exactement. Ça, il faut pas l'oublier parce que c'est vrai que pour expérience, en fait, on le voit souvent chez nos patients. On surveille de près les fuites et ce qui pourrait être des escarres, par exemple, ou commencer par des rougeurs, justement, qui nous témoignent, donc encore une fois, raison de plus, qui nous disent que le patient, il a trop serré son masque, oui. d'accord. Donc oui, chaque fois qu'on fait des montées de pression, on surveille de près les fuites et la peau du patient. Donc voilà, allez, on va attaquer les données détaillées. Donc, première chose à faire, c'est se mettre dans la tête l'aspect d'un tracé normal. Soit que le ventilateur soit réglé en barométrique ou bien en mode volumétrique. Donc, si on regarde l'écran de gauche, ici, on a un ventilateur du coup qui est réglé en pression. Donc, on aura, vous voyez ici, la réponse de la machine au réglage qu'on a rentré dans les ventilateurs. Je ne vois plus, voilà, on y est. Donc, on lui a dit, commence à pousser à d'une certaine vitesse, que ça sera la pente, monte jusqu'à taux de pression, ça pourrait être par exemple jusqu'à 20 d'IPAP. Garde cette pression les temps du TI, du temps inspiratoire qu'on a choisi, et ensuite arrête de souffler. Donc, ceci en pression, c'est les réglages machine, c'est les signaux machine. Ok, ça se présente du coup avec cette forme en créneau.
voilà, qui est typique du coup d'un réglage barométrique. Ensuite, on regarde la courbe de débit. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a la référence de la ligne 0. Je voudrais voir mon… Ah, elle est là. Voilà, eccola qua. Donc, on a la référence ici de la ligne 0. OK. Tout ce qui est en dessus de la ligne 0, c'est ce qui rentre dans les passions. Okay? C'est la phase inspiratoire. Tout ce qui est en bas du 0, c'est la phase expiratoire. Et du coup, on peut voir ici comme les malades y répondent à la montée des pressions. Donc, il va se remplir d'abord vite. C'est pour ça la pointe. Et ensuite, il va se remplir plus lentement. Et ça donne à la courbe, du coup, un aspect, on pourrait dire, un peu triangulaire. Ensuite, en correspondance du cyclage, donc du moment où la machine s'arrête d'essouffler, la courbe du débit nous montre que le patient il passe à l'expiration. Et là, du coup, on se trouve dans la partie, voilà, dans la partie, cette partie-là, voilà, ici, c'est les cyclages, hop. Donc, les patients, ils commencent à souffler. Et là, encore une fois, c'est comme pour l'inspiration. D'abord, ils soufflent un peu plus fort et ensuite, les voies aériennes restent ouvertes jusqu'à rejoindre le 0 et hop, ça répare. Une nouvelle inspiration et ensuite suite. Quand on a par exemple un ventilateur du coup qui est réglé en volume, ok, on choisit les volumes qu'on veut qui rentrent dans les poumons du patient. Du coup, voilà, ici on le voit, les débits donc en forme carrée, d'accord, et les ventilateurs, du coup, il va varier la pression pour pouvoir faire entrer les volumes choisis chez les patients, donc avec cette forme pointue. Voilà, une petite tips, disons, une astuce, voilà, une astuce pour reconnaître, même si on ne connaît pas en fait davantage les réglages du ventilateur, en fait, on peut savoir en regardant les courbes si c'est un ventilateur réglé en pression ou en volume. Donc, le petit astuce, en fait, c'est de regarder quel est le signal qui varie le moins, quel est le signal les plus stables et aussi regarder la forme du signal, ok. Les signaux qui est le plus carré, ok, ça sera les réglages machine. Donc voilà, dans les prochaines diapos, ça sera du coup la légende pour voir les signaux qui varient le moins et il y aura un carré pour justement montrer les signaux les plus carrés et ça sera les réglages machine. Donc, les deux astuces okay, pour reconnaître les types de réglages. Par exemple, ici, vous voyez la courbe de volume. Okay, ici, c'est le débit, mais même si on regarde en bas, on voit la courbe de volume. Elle est stable, elle ne varie pas. Alors que on voit sur la courbe des pressions, des variations, des montées, des descentes. Du coup, c'est un ventilateur volumétrique. Et ici, quel est le signal qui varie le moins? Eh bien, pas facile. Pas facile, mais du coup, on utilise l'autre astuce, on va regarder quel est le signal qui a la forme plus carrée. Et là, c'est évident, la forme plus carrée, c'est les signaux de pression. Donc,
s'agit d'un ventilateur réglé en barométrique. OK. Ensuite, comment on suit la lecture sur le logiciel machine? Donc, on a dit, on va regarder maintenant les fuites. Comment on les trouve? En suivant toujours le système comme d'une loupe. On va regarder d'abord les courbes sur une fenêtre de 8 heures. Ensuite, on verra les courbes, on va faire défiler les courbes sur un agrandissement de 5 minutes. Et là encore, on pourra regarder du coup les fuites et les obstructions. On sera concentré que sur ça. Et seulement après, une fois qu'on a éliminé les problèmes des fuites, éliminé les problèmes d'obstruction, seulement après, on pourra aller regarder les asynchronismes sur 1 minute. Donc voilà comment on relève des fuites en fonction du réglage du ventilateur. Donc, il faut faire une petite différence déjà. Si, par exemple, on sait la méthode du logiciel pour traiter les fuites. Parce qu'en fait, malheureusement, il y a des fabricants qui ont choisi de retravailler les signaux de fuite, excusez-moi, les signaux de débit, en faisant des estimations sur ce qui pourrait être la forme du débit du patient, mais ce n'est qu'une estimation. En fait, on préfère les logiciels qui traitent les signaux patients avec des signaux bruts. OK? Dans ce cas-là, en fait, on va regarder l'amplitude du signal patient. OK? Et dans ce cas-là, du coup, pour, par exemple, un ventilateur volumétrique, donc on a fixé un volume, celui, il restera stable. Et en cas de fuite, du coup, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, par exemple, un trou dans les circuits. Et la pression, du coup, va shooter dû à l'air qui s'échappe, alors que nous, on aurait voulu qu'il rentre dans les poumons du patient. Dans un ventilateur réglé en pression barométrique, c'est tout l'inverse. Donc, voilà, avec un réglage barométrique, donc on fixe une pression, elle restera stable. Par contre, en cas de fuite, imaginons encore notre trou dans les circuits, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Du coup, le débit, il va s'envoler parce que la pression est toujours le même, mais puisqu'il y a une fuite, les volumes, on verra s'envoler le signal de débit. Voilà. Si, par exemple, on se retrouve avec un logiciel où les signaux sont retravaillés, il faudra utiliser les deux astuces que je vous ai, les deux astuces que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, regardez plutôt la forme, par exemple, la forme carrée. Si, par exemple, par exemple, sur un barométrique, les signaux de débit va rassembler à la courbe machine, donc de la pression, et là, on va suspecter des fuites. Et voilà, par exemple, ici, on a un cas de fuite massif parce qu'on va regarder, par exemple, la partie gauche de l'écran où on a, voilà, un débit qui, à ce moment-là, en fait, il s'envole. On a en concomitante une augmentation du coup du débit, du volume aussi. Et qu'est-ce qui se passe à le réglage
de la pression, et ben, il chute. Ça, on est en cas de fuite massive où du coup, le ventilateur, il n'arrive plus à garder le même niveau de pression, alors qu'il était réglé en barométrique, mais il n'y arrive plus et du coup, il y a une chute de la pression. Ça, c'est un cas de fuite massif. Et par exemple, ici, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est par exemple dans le cas d'un signal retravaillé de la part de logiciel. Donc, on voit dans les carrés de gauche, on voit la forme qu'on reconnaît. Donc, sur le signal patient, OK, les débits, bah, on voit ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc, voilà, les patients, il s'est rempli. Ensuite, il expire avec cette forme plutôt triangulaire. En correspondance, bah, voilà, des pressions qui montent en carré. Mais qu'est-ce qui se passe? On va analyser qu'est-ce qui se passe ici, dans la partie droite de l'écran. Donc, vous voyez que le signal patient, le signal de débit, eh ben, il change complètement sa forme. Donc, on ne peut pas se fier à l'amplitude, à la variation de l'amplitude de ce signal, sinon plutôt à la variation de la forme. Vous voyez comme elles deviennent vraiment carrées, ça va se rassembler en fait à la courbe des pressions. Il y a également une perte du signal expiratoire, vous voyez ici. Et aussi, voilà, le TI max, en fait, il va être atteint tout le temps parce que le logiciel, en fait, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une estimation, en fait, de ce qui rentre chez les patients, mais les signal patient, en fait, c'est l'ensemble, la réponse, en fait, à ce qu'on a dit à la machine d'envoyer compression par rapport aussi aux propriétés intrinsèques, en fait, du système respiratoire du patient. Sauf qu'en cas, par exemple, de fuite, les logiciels, bah, ils voient une déconnexion par rapport à les réglages que lui, il a envoyés par rapport à le patient. Parce que en cas de fuite, bah, le patient, il n'est plus connecté. Du coup, il va se fier au seul réglage, à la seule courbe qu'il a, qu'il a à disposition, c'est les réglages qu'on a rentrés, nous, donc pour l'IPAP et l'EPAP. OK, donc une fois qu'on a vu comment reconnaître les fuites, on va regarder comment reconnaître du coup les obstructions. Donc les obstacles qu'il peut y avoir à l'écoulement de l'air. Or, bien sûr, avec le logiciel, on peut remarquer si la présence ou pas de l'obstacle. Après, on ne peut pas savoir, bien sûr, la nature de l'obstacle. Et ça, il faudra du coup penser à la situation clinique du patient. Si c'est plutôt, par exemple, une obstruction des voies aériennes supérieures ou si c'est, par exemple, des sécrétions qui bouchent l'écoulement de l'air. Donc, on va voir en fait comment reconnaître les obstructions en fonction si c'est un ventilateur volumétrique ou barométrique. Donc, imaginons cette fois-ci le cas, si par exemple vous allez pincer très fort le circuit du patient alors que le ventilateur, il est réglé en volumétrique. Donc, on lui a dit, maintiens toujours le même volume. Celui-ci sera constant. Qu'est-ce qui se passe pour essayer de vaincre cette résistance dans les tuyaux? Eh bien, les pressions vont augmenter. Dans le cas d'un ventilateur barométrique, on prend le même exemple. Vous êtes en train de pincer le circuit, les tuyaux. Qu'est-ce qui se passe? On avait dit au ventilateur, bah, pousse toujours la même pression. Et bah, du coup, la réponse, on aura une augmentation en fait
excuse-moi, une diminution du coup du volume parce que la vitesse diminue par rapport au passage de l'air. Et voilà ici, dans les données détaillées, du coup, comment ça se présente. On voit sur un agrandissement de 10 minutes. Ce ventilateur, du coup, il sera réglé en pression, ok, parce qu'on a vu, c'est les signaux en fait qui varient le moins, donc c'est ça le réglage machine. Et on voit des variations sur la courbe de débit. Vous voyez ici, voilà, et c'est évidente. Et on peut remarquer que, donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est une obstruction. Et on va voir que tout de suite après, on a aussi une chute du volume courant. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a ici les signaux qui varient le moins, et ben, c'est les volumes. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe quand le volume du coup diminue? Eh ben, on a une augmentation des pressions. OK. Eh ben, une fois qu'on a, on sait maintenant comment reconnaître les fuites, on sait comment reconnaître les obstructions, eh ben, on va voir comment reconnaître les asynchronismes. Donc, il faut retenir en fait que les asynchronismes peuvent être de deux types. Peuvent être des asynchronismes de rythme, par exemple. Donc, dans les asynchronismes de rythme, la demande du patient, le nombre de cycles respiratoires patient, c'est différent par rapport au nombre de cycles envoyés par la machine. Donc, on peut avoir, par exemple, des asynchronismes de rythme et on peut avoir des asynchronismes qui se passent dans le cycle, par exemple. Et ici, du coup, je vous ai montré deux exemples d'asynchronisme. Vous voyez ici, par exemple, eh ben, le patient, en fait, il voulait inspirer à ce moment-là, mais la machine, il n'a pas donné de pression. Donc, il n'a pas répondu aux attentes du patient. En fait, le cycle, il se déclenche ensuite, après. Donc, ça, c'est un effort non récompensé du patient. Ici, c'est un autre exemple d'un asynchronisme qui se passe dans le cycle et on peut voir, par exemple, que les patients, ils se remplissent et pendant le cycle, il y a une deuxième accélération. Voilà, et on le voit aussi, ici sur la courbe de pression, on peut voir comment ça provoque une dépressurisation du coup dans le cycle et ceci, c'est du coup un effort intracycle. Donc, bien sûr, les asynchronismes, je vous le répète encore une fois, ils sont interprétables seulement une fois qu'on a éliminé les fuites et les obstructions. Parce que je vais vous montrer, en fait, après, on pourrait se tromper. Bien sûr, des fuites peuvent entraîner des asynchronismes, mais les problèmes à résoudre, ça sera les fuites et non plus les asynchronismes. Juste une chose, je vois que c'est très sombre, je vais allumer. Voilà, comme ça, peut-être vous me voyez un peu mieux. Et voilà. Et bien sûr, par contre, pour analyser en fait les asynchronismes, eh ben, on a besoin des sangles thoraco-abdominales pour pouvoir vraiment analyser quelle était
la demande du patient et quelle était la réponse du coup de la machine. Et donc, quand on a les sangles thoraco-abdominales, on fait du coup une polygraphie. On peut ajouter par exemple d'autres paramètres, d'autres choses en fait, d'autres paramètres en fait à ajouter, comme la saturation par exemple en oxygène pour évaluer s'il y a des désaturations pendant la nuit, ou la mesure de la PTCO2 pour voir du coup l'hypercapnie par exemple, la capnie en fait, que ce soit hyper ou hypo. Donc voilà, avec les sangles, et si on a la possibilité aussi, les électrodes pour l'EMG, nous en fait on a l'habitude dans les services de le mettre sur le muscle sternoclédomastoïdien pour voir du coup l'effort du patient, donc l'effort inspiratoire du patient. Et en couplant en fait toutes ces courbes, on peut avoir toutes nos réponses. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous envoie sur le site, en fait, à regarder le site de la SPLF. Il y a les conseils du GAVO2 qui sont disponibles. Et ici, donc, vous voyez sur la partie droite de l'écran, donc voilà, on a les logigrammes résumés ici, juste pour voilà, faire une petite conclusion. On analyse le tracé, on va regarder d'abord les fuites, ensuite les obstructions, et seulement après, on va rechercher les asynchronismes. Donc, on a dit des asynchronismes pardon, là c'est intracycle ou intercycle, ok. Et ensuite, du coup, on pourra voilà, évaluer, par exemple, si c'est un problème de rythme. Donc, on pourra voir, par exemple, des doubles déclenchements, des efforts inefficaces, ou si ça s'agit d'efforts intracycles. Donc, on pourra voir, par exemple, des signes de soif d'air. Ok, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont des signes qui nous montrent que le patient il n'est pas assez ventilé. Ou voilà, ça peut être aussi un cycle, par exemple, trop court, ou un cycle trop long. Et dans ce cas-là, du coup, on modifiera le cyclage. Donc voilà, en tout cas, des choses simples à retenir comme message. Il faut toujours procéder dans l'ordre, ok, pour éviter de faire des erreurs. Il faut toujours contrôler les fuites et ensuite les obstructions. Parce que je vous rappelle qu'en fait, les fuites sont responsables du 80% d'échecs de la VNI. Donc, elles sont vraiment très importantes et très faciles à repérer. D'accord? Et à corriger en changeant, par exemple, l'interface. Je me suis peut-être un peu avancée à dire que c'est très facile parce qu'en vrai, je pense à mon quotidien et c'est vrai que ce n'est pas toujours très facile, mais on peut s'appuyer sur l'expérience des thérapeutes ou des prestataires, par exemple, avec qui vous travaillez. Autre message en fait que je voulais vous passer, c'est les logiciels machines, c'est bien, c'est vrai que ça pourrait nous faciliter la vie au moins pour raccourcir les temps devant l'écran, mais en fait, il faut y passer du temps. Il faut s'entraîner. Au début, effectivement, ce n'est pas facile, mais je vous encourage en fait à continuer. Si vous suivez les logigrammes, et
vous y arriverez à surveiller la ventilation de façon efficace et vos patients, bah, ils vous remercieront. Donc voilà, c'est tout. Et maintenant, les questions. Merci Laura. Tu peux quitter, voilà, quitte le. Et donc, écoute, tu as quand même eu de l'assistance. Tu as pratiquement 125 personnes qui sont venues t'assister et t'écouter. Waouh! Oh, mamma mia! Je voulais simplement peut-être commencer avant de lancer le bal des questions. Il y avait des choses que tu as dites. Alors oui, la fragmentation. Des fois, nous avons des patients qui fragmentent parce qu'en fait, ils veulent être plus observants. Et pour être plus observants, ils sont en train de fragmenter la journée et le matin, après-midi et le soir. Ben, le soir, c'est un échappatoire. Ils mettent pendant 2, 3 heures, ils enlèvent la machine. Je ne sais pas quelle est votre expérience dans ce cas et comment faire en fait pour que les gens, à partir du moment où ils supportent la machine étant éveillés, pourquoi ne la supporteraient-ils pas quand ils sont endormis? Ça, c'est une question, enfin, c'est une difficulté que nous avons au quotidien. Oui, et ben, c'est vrai que quand je parle de fragmentation, je parle de l'utilisation la nuit. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est que la VNI soit une assistance ventilatoire quand les patients ils hypoventilent. Les patients, ils hypoventilent souvent quand ils sont dans la phase du sommeil. Donc, si on veut corriger l'hypoventilation, corriger les problèmes dus du coup à un mauvais sommeil, les conséquences de réveil, de céphalée matinale, de besoin de faire la sieste en journée. Ça, effectivement, c'est plus pour les apnées du sommeil, mais ça vaut quand même pour l'AVNI dans le sens où c'est un traitement pour la nuit. Donc, c'est là où il ne faut pas que ça soit fragmenté parce que ça peut ça peut nous témoigner de l'inconfort. Par contre, c'est vrai que dans notre expérience, si les patients vraiment, ils n'arrivent pas à faire le traitement la nuit, surtout dans les cas d'une mise en route, c'est vrai qu'on accepte de faire des séances en journée pour commencer, mais au moment de la sieste quand même, quand les patients ils dorment, pour s'habituer, mais on va vers un traitement quand même nocturne. D'accord. Je ne sais pas si Jésus veut ajouter quelque chose. Peut-être, Jésus, tu interviendras. Je laisserai peut-être la parole au délégué de Boehringer qui va nous parler de leurs produits, puisque c'est eux qui sponsorisent la session et je les remercie en votre nom et au nom de l'assistante. Alors, je passe la parole. Taha, tu peux faire passer la parole aux gens de Boehringer. Alors, il est avec nous. Je pense qu'il va se... Voilà. Oui. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Je remercie tout le monde et bien entendu aussi le docteur Ibrahimi pour ce temps de parole. Je vais être très très bref. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amin Aïdzaoui, je suis responsable médical de la région Casablanca Sud. Je fais la promotion des produits respiratoires de Boehringer Ingelheim, notamment le produit Spiriva et le Spioto, notre association fixe en tiotropium et holodatérol. Et pour ce qui est de ma présentation, je vais très brièvement exposer quelques faits qui concernent bien sûr le produit Spiriva, notre tiotropium dosé à 18 microgrammes. Donc pour cela, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Donc, si vous permettez bien, je vais commencer très brièvement par un rappel des recommandations Gold 2021. En ce qui concerne bien entendu l'initiation du traitement pharmacologique selon les recommandations Gold 2021, on remarque, docteur, que le LAMA est prescrit en première intention au groupe B, le groupe de patients symptomatiques avec 0 à 1 exacerbation modérée ne conduisant pas, bien entendu, à l'hospitalisation, notamment le groupe C, le groupe de patients
asymptomatique avec 2 ou plus d'exacerbations modérées menant ou pas à une exacerbation. Et on remarque bien entendu que le LAMA est recommandé en première intention, c'est chez ces types de patients, de profils de patients. Ensuite, on va passer très brièvement sur l'étude INSPIRE, qui est une étude comparative entre notre LAMA, l'atiotropium notamment type Spiriva, versus une association LABA-ICS, notamment une association de corticothérapie par voie inhalée. Et on remarque bien entendu que l'association LABA-ICS n'a démontré aucune supériorité face au Spiriva quant à la réduction des exacerbations, ce qui, bien entendu, s'explique par l'efficacité du produit Spiriva quant à la réduction des exacerbations, mais pas seulement, mais en plus de ça, le retard de la survenue de la première exacerbation chez ces patients atteints de BPCO. Bien entendu, docteur, on parle du Spiriva. Et pour préciser, il y a 2 variantes du produit Spiriva. Il y a le Spiriva Ondialer, c'est la première forme qui a été apparue sur le marché pharmaceutique, et le Spiriva Respimat, le plus récent d'entre eux. Là, on est en train de parler du Spiriva Ondialer, l'ancienne forme avec la gélule, bien entendu. Et à ce propos, j'aimerais aviser tous les médecins présents avec nous dans ce webinaire qu'il y a eu une mise à jour concernant le produit. Il s'agit d'une petite baisse de prix qui a été appliqué au produit à l'ordre de… maintenant, le produit il est à 522 dirhams au lieu de 571, ce qui fait bien sûr que le dispositif est offert gratuitement avec le produit. Et je pense que pour une pathologie chronique, ça représente quand même beaucoup pour les patients atteints de BPCO. Et puis voilà, je vous remets la parole, docteur Ibrahimi, et je vous remercie infiniment pour ce temps de parole. Merci, merci au laboratoire Brünger d'avoir été précis et concis. Et je repasse la parole donc on repasse à la discussion. Et donc, tu avais remarqué tout à l'heure, tu avais parlé de l'augmentation de pression machine et le fait de tirer beaucoup sur le harnais. Ça, c'est un problème aussi qu'on retrouve au quotidien, puisque chez nous, le système de location ne marche pas très bien, ou alors les gens veulent absolument, même en VNI, les gens veulent acheter leur machine, ce qui fait qu'ils sont en train d'économiser sur les masques et sur les harnais. Et donc, ne veulent pas tellement les changer. Ça nous pose un vrai problème au quotidien et on le pousse à chaque fois à changer l'harnais ou au moins la bulle pour qu'il puisse avoir le moins de fluide possible, mais aussi être le moins traumatisant sur le visage. Donc, donc, je vais passer aux questions peut-être. Alors, qu'est-ce que vous utilisez fréquemment? Est-ce que c'est le mode barométrique Alors, Jésus, tu es aussi avec nous. Tu peux participer, bien sûr, et intervenir à chaque moment. Qu'est-ce qui est le plus fréquent? Est-ce que c'est le mode barométrique ou le mode volumétrique? On utilise plus le mode barométrique chez nous et avec les patients BPCO, mais aussi en fait pour les patients SLA par exemple, en fait, il y a des études qui ont montré que les 2 méthodes, les 2 réglages comparés, montrent qu'il n'y a pas de différence en fait, par exemple en faveur du mode volumétrique pour les patients SLA. Et qu'au contraire, les modes barométriques, il est mieux toléré par les patients. Je vais juste rajouter, il faut vraiment retenir que le mode barométrique, c'est le mode de la VNI, parce qu'il compense le problème numéro 1 de la VNI dont a parlé Laura, qui sont les fuites, alors que le mode volumétrique, il y a une question après, je vais laisser répondre, ne compense pas les fuites. VNI, c'est mode barométrique. Et le mode volumétrique, nous, on le garde vraiment que pour les malades trachéotomisés ventilés, parce que justement, ça fera partie d'une des questions à répondre tout à l'heure, ça va vaincre les obstacles systématiquement, puisque ça pousse obligatoirement sur un tuyau bouché. Donc, volumétrique, nous, en France, c'est plus que les patients trachéotomisés.
ou sédaté intubé, mais en tout cas en domicile. Et les barométriques, maintenant, c'est pour les patients en VNI. D'accord. Et d'ailleurs, les prestataires, généralement, ils sont beaucoup plus généreux en barométrique qu'en volumétrique, sous la prescription, mais ils ont vu aussi que les médecins prescrivent le mode barométrique plutôt que le volumétrique. Et là, pour les petites fuites sur le circuit, est-ce que c'est plutôt le mode volumétrique ou le mode barométrique qui permet de mieux compenser la fuite? Eh ben non, le mode volumétrique, en fait, il poussera toujours le même volume. On a dit, c'est la pression, en fait, qui va varier. Mais du coup, non, ça ne compense pas les fuites. D'accord. En fait, il poussera toujours le même volume. Après, que ça rentre dans les poumons du patient ou que ça s'échappe dans la pièce, le ventilateur, il poussera toujours le même volume. D'accord. La perte du signal expiratoire est-elle pathognomonique de fuite ou y a-t-il d'autres diagnostics à évoquer? Et ça peut être, en fait, comme je vous ai dit, ça peut correspondre, en fait, ça peut témoigner des fuites. D'accord. Il n'y a pas d'autres diagnostics à retenir. Pas d'autres diagnostics à évoquer. En cas d'obstacle ou de fuite, le mode volumétrique est-il plus performant que le mode barométrique? Non. C'est plutôt non, c'est plutôt le barométrique. Oui, après, c'est vrai que en cas d'obstacle, après, quelle sera, par exemple, la chose à faire si on trouve qu'il y a des obstructions, par exemple, modifier les réglages et, par exemple, augmenter la PEP, mais dans un mode barométrique. D'accord. Mais c'est vrai que en fait, la question est compliquée parce qu'en fait, en théorie, le mode volumétrique va toujours pousser et donc va vaincre l'obstacle. Donc, c'est pour ça que c'est idéal dans une trachéotomie, par exemple, s'il y a un bouchon, la machine va pousser. Donc, ça va vaincre l'obstacle. Si vous êtes en VNI, la machine va pousser tellement fort qu'elle va chercher à vaincre l'obstacle. Par exemple, une obstruction des voies aériennes, vous êtes endormi, vous faites une apnée obstructive. Certes, à un moment, la machine va pousser tellement fort que ça va passer, mais ça va pousser tellement fort et la pression va monter à de telles pressions que vous allez vous réveiller. Donc, ça ne va pas être toléré. Donc, la réponse est difficile ici parce que en cas d'obstacle, le mode volumétrique est plus performant que le barométrique. La réponse est oui, mais tellement efficace que ça va réveiller le malade. Donc, c'est vraiment très utile, encore une fois, vous le comprenez maintenant, pour les malades trachéotomisés ventilos invasifs. Et pour la fuite, c'est vraiment, pour la réponse qu'a donnée Laura avant, pour la fuite, c'est vraiment le mode barométrique qui est le meilleur. Or, le problème numéro 1 de la VNI étant la fuite, c'est vraiment le mode de la VNI. C'est vraiment juste pour des questions techniques qu'il y a un mode qui est pour la trach et un mode pour la VNI. D'accord. Est-ce que les asynchronismes, est-ce qu'ils sont plus fréquents en mode volumétrique ou barométrique? C'est vrai que nous, on voit beaucoup, comme je vous disais, ouais, on utilise beaucoup le mode barométrique. Et du coup, on voit effectivement beaucoup d'asynchronisme sur les modes barométriques. En volumétrique, j'ai moins d'expérience au quotidien. Oui, c'est vrai qu'on en met. Alors, c'est un peu biaisé parce que nous, on ne met plus que des volumétriques à des patients très dépendants. Mais c'est justement. Le problème du volumétrique, c'est que vous dites à la machine de pousser un volume fixe, donc vous pourriez dire c'est très sécuritaire, à un temps inspiratoire fixe, puisque vous êtes obligé de régler un TI. Donc, imaginez-vous que vous respiriez toute la journée avec le même temps inspiratoire. Ce n'est pas très agréable. Donc, du point de vue synchronisation et confort de ventilation, quand on est réveillé, le volumétrique, c'est vraiment très désagréable et ça se désynchronise très vite de votre respiration. Par contre, si vous avez un malade complètement sédaté, endormi, ou qui ne peut pas avoir une commande ventilatoire, par exemple un tétraplégique qui n'a
qui ne peut pas respirer tout seul, qui n'a plus de sensation, là, vous mettez un mode sécuritaire comme le volumétrique, parce que c'est le docteur qui décide tout. Volumétrique, c'est très contrôlé, le docteur décide, c'est très sécuritaire, mais donc c'est plutôt asynchrone et inconfortable. Barométrique, c'est surtout le malade qui décide ce qu'il veut faire et c'est très confortable. Donc voilà, toujours l'équilibre entre sécurité et confort. Le confort, exactement. Alors, une question de Amina Al-Mriqi. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision concernant le cycle déclenché spontanément par le patient? Qu'est-ce que ça nous donne comme renseignement? Oui, donc ça, je vous disais, ouais, on le trouve dans les tendances. C'est quelque chose qu'on regarde pour avoir une idée, en fait, si les patients est capturé par les réglages machines. Donc, si il se laisse faire, donc il repose ses muscles accessoires et laisse faire le ventilateur qui assiste sa ventilation. Donc, c'est quelque chose en fait qu'on cherche à diminuer le pourcentage d'inspiration spontanée. On cherche que la tendance soit en baisse en fonction de l'amélioration des réglages, parce que ça, voilà, ça nous donne en fait une idée de l'utilisation des muscles accessoires du patient pendant le sommeil. Donc, il veut qu'il dorme parce qu'il utilise, par exemple, un patient BPCO, il utilise déjà, si c'est un insuffisant respiratoire chronique sévère, bah déjà, il utilise ses muscles du cou, ses intercostaux, les scalènes et pour pouvoir respirer pendant la journée. Donc, ce sont des muscles fatigables, donc on veut qu'ils puissent se reposer au moins la nuit. D'accord. La nuit, tout à l'heure, tu as parlé de polygraphie pour évaluer les asynchronismes. Est-ce qu'il vous arrive de faire des polygraphies simplement pour voir est-ce que le malade va bien la nuit avec peut-être un capno Ce qu'on fait, en fait, pratiquement systématiquement maintenant à tous nos malades qui arrivent, on fait une polygraphie, oui, plus capnographie, enfin, selon la pathologie du patient. En fait, selon surtout si on a des choses qui nous font suspecter une hypoventilation alvéolaire, et sur quel versant. C'est-à-dire, il y a des signes cliniques qui nous font suspecter, par exemple, une hypoventilation alvéolaire et peut-être dû à, on ne sait pas, mais ça pourrait être la commande, ça pourrait être le diaphragme, ça pourrait être l'obstruction des voies aériennes supérieures. Donc, on fait une polygraphie plus capno pour diagnostiquer effectivement l'hypoventilation s'il y a. Pour compléter un peu la réponse qui est très claire du docteur à la question du docteur Ibrahimi, je pense qu'il y avait sous-entendu en dessous, et c'est vraiment ce qu'on fait, que en fait, en faisant des PTCO2, par exemple, on peut suivre la qualité de la ventilation. Après, s'il y a des problèmes, il faudra peut-être aller à une polygraphie ou regarder les logiciels. Mais nous, c'est vrai qu'on fait finalement très peu de gaz du sang à nos malades, parce que finalement, on fait des PTCO2, puis après on regarde les logiciels, puis après peut-être on va à la polygraphie. Mais donc c'est vrai que la PTCO2, et notamment grâce au domicile et aux prestataires, c'est extraordinaire comme outil, c'est extraordinaire. Ça vous permet vraiment de dire patient bien ou mal ventilé, parce que ça va voir l'hypoventilation. Et après, si mal ventilé, on déroule le logiciel et la polygraphie en dernier lieu. Et franchement, sur les 22 malades qu'on a, bon là, il n'y a plus beaucoup de ventilés parce qu'on a beaucoup de post-Covid, mais sur les 22 malades qu'on a ventilés, on fait des polygraphies très rarement. Et pourtant, on regarde toutes les nuits les tracés. La polygraphie, c'est vraiment le truc qui va vous servir à la fin en mode super expert. Mais avant, vous avez éliminé les fuites, les obstructions, des petits asynchronismes simples avec les logiciels. PTCO2 et logiciel, c'est vraiment notre message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui. C'est pas cher, c'est réalisable partout dans le monde et avec un tout petit peu d'entraînement de lecture des tracés que vous a transmis Laura ce soir.
Alors, une autre question. Une observance correcte en durée au-delà de 4 heures, mais fragmentée, qu'est-ce que cela signifie? Je pense qu'elle pose la question à propos de la dia que tu as fait passer tout à l'heure. Oui, donc déjà, si c'est une observance au-delà des 4 heures, ça nous rassure par rapport aux données de littérature qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, ça correspond déjà à une diminution de l'hypercapnie, une diminution de la mortalité. Donc, on est déjà un peu content. Après, le fait que ça soit fragmenté, ça doit nous faire poser des questions sur pourquoi elle est fragmentée. Donc, demander aux patients qu'est-ce qui s'est passé. Ils pourraient nous dire, par exemple, je l'arrête parce que je sens le besoin d'aller aux toilettes. Et du coup, ça nous fait penser, peut-être nicturie, ça nous fait suspecter que notre traitement, par exemple, est insuffisant. C'est-à-dire un syndrome d'apnée de sommeil associé. Oui. Alors, notre ami Tbaï qui pose la question, il vous remercie pour votre présentation pratique et didactique. Sa question, combien de jours faut-il pour initier une VNI chez un BPCO en hypoventilation alvéolaire? Oui, il ne faut pas être pressé, mais voilà, ça peut prendre plusieurs semaines. Vous le faites en ambulatoire, Laura? En fait, on le fait quand le patient il est chez nous, donc il est encore il est hospitalisé. Mais ça nous arrive en fait de faire des mises en route. Mais le plus souvent, on récupère des patients qui sont déjà ventilés d'avant. Mais sinon aussi, on fait des installations au domicile. On a démarré ça, ça fait quelques années. Il y a un papier en fait qui est sorti qui dit maintenant que les techniciens, en fait, si c'est pour une installation de VNI, doit être accompagné par du personnel médical ou paramédical. Justement paramédical, que ce soit une infirmière ou un kiné. Donc, les pneumologues, ils nous font la prescription avec des réglages, disons, bornés. Et puis, c'est à nous, en fait, chez les malades, on y va avec le technicien qui fournit le matériel et on fait une mise en route chez les patients. On le vérifie, en fait, avec l'oxymétrie et un PTCO2, par exemple, de contrôle. Et ce sont des patients qui seront suivis après à l'hôpital du jour avec 1 mois de distance de la mise en route. C'est important, on réinsiste encore sur, il y a un mot important qui a été dit ici, c'est prendre son temps, parce qu'on sait maintenant que dans la BPCO, il faut arriver à des réglages de IPAP très élevés pour vraiment être efficace, et vous ne pouvez pas mettre 25 ou 30 d'IPAP en quelques jours. Alors nous, c'est complètement biaisé parce qu'on a la chance, on a des malades qui sont en réhabilitation, donc qui sont avec nous 6 semaines en rééducation, mais moi, ça m'arrive grâce aux cartes des logiciels, et notamment, on a même des malades à qui n'ont pas mis les pieds à l'hôpital, qui ont commencé la ventilation à domicile, comme vient d'expliquer Laura, où je les suis, moi, après, en consultation. Les patients arrivent avec leur petite carte. Ils disent, voilà, docteur, je mets la carte dans mon ordinateur dans ma consultation de 15 minutes, lecture rapide avec le plan que vient de vous enseigner Laura. Alors, ça demande un peu d'entraînement au début, mais lecture rapide. Et sur certaines machines, notamment les ResMed, on peut changer le réglage. Je mets un point de plus ou 2 d'IPAP et je dis au malade, vous remettez dans votre machine et en rentrant à la maison, ça va changer. Et je le revois 1 ou 2 mois plus tard. Et hop, on recommence. Avec un prestataire bien entraîné et ces logiciels en consultation, on peut faire de l'externe de très bonne qualité. Et ça permet, et en prenant son temps. Je saute sur l'occasion pour la réadaptation à l'effort, tu viens d'en parler. Tu as l'impression que des malades VNI avec une réadaptation à l'effort sont beaucoup plus contrôlés que les malades VNI seuls. Tu veux dire de la VNI la nuit ou la VNI pendant l'exercice? Non, la VNI, je veux dire la nuit. Quelqu'un qui a une hypoventilation alvéolaire,
chez qui on prescrit une VNI. Est-ce que tu as l'impression que tes malades qui sont en réadaptation à l'effort, ils sont beaucoup mieux contrôlés en VNI que VNI seul? Écoute, ça n'a jamais été testé, hein, les modes de ventilation en externe à la maison versus réadaptation et tout, ça n'a jamais été comparé. Bon, après, j'ose espérer que quand le malade il est avec un docteur sur le dos et un kiné spécialisé toute la journée, ça va être un peu mieux. Je pense surtout qu'on va un peu plus vite. Au bout de 2-3 semaines, on a quasiment terminé l'adaptation. Mais voilà, à domicile, ça prendra un peu plus de temps. Mais un technicien entraîné qui connaît bien les masques, un médecin qui sait lire des courbes, comme vient de vous l'enseigner Laura, pour vraiment voir observance, fuite, obstruction et le reste après, franchement, vous pouvez faire un très bon travail en externe, très très bon travail en externe. Je pense qu'on peut être du même niveau qu'en réhabilitation. D'accord. Une question de notre ami Ibrahim Haddach qui pose la question, bonsoir, quelle est la meilleure interface? Je pense qu'il veut parler de l'interface nasale ou faciale. Eh ben, ça va peut-être le décevoir, mais en fait, il n'y a pas une meilleure interface en absolu. Mais il faut en fait regarder les visages du patient. Il faut savoir, savoir les habitudes du patient. Si déjà il dorment avec la bouche ouverte ou la bouche fermée, par exemple. Ça nous fera déjà la différence sur choisir une interface nasale plutôt que bucco-nasale. Aussi, la montée des pressions. Si, par exemple, c'est un patient BPCO où, comme on a dit tout à l'heure, on a vu des hauts niveaux de IPAP sont nécessaires pour avoir une efficacité du traitement, et ben, c'est difficile de mettre 25, au-delà de 25 d'IPAP sur un masque nasal. Les patients, il va difficilement le supporter. Donc, j'aurais envie de dire, plus le patient est grave, plus il faut passer à un masque plutôt bucco-nasal. Mais après, n'oublions pas que sur le marché, il y a aussi plein d'autres modèles de masques. On a aussi des modèles bucco-narinaires. Donc, ça, dans les cas où on trouve, par exemple, un escarre ou des rougeurs sur l'arrêt nasal. Donc, on peut vraiment choisir le bon interface, mais il ne faut pas oublier qu'il faut passer par l'essai, en fait. Les patients, ils doivent savoir le mettre, savoir le retirer. Il y a plein de différences aussi par rapport à la motricité, en fait, et à la façon dont le masque il se met. Il peut y avoir, c'est vraiment mon sujet, c'est mon quotidien, donc je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter. Mais oui, après on va dormir. mais effectivement, voilà, il faut essayer avec les patients. Et le prestataire, dans ce cas, c'est son travail, donc. Alors, dans votre pool de patients, est-ce que vous avez plus d'appareillés par masque facial ou nasal? Masque facial. Facial, d'accord. Elles ont fait, Laura Anzaloni, Jeanne Maisonneuve, Estelle Wozniak, que vous avez vu dans les premières formations, elles ont fait un superbe catalogue en PDF de tous les masques avec un algorithme pour choisir. Je pense que ça serait bien, Laura, que tu le partages avec nos amis, parce qu'il est magnifique et surtout, il permet de guider pas à pas comment choisir son masque. Son masque, oui, oui, oui. Alors, une question de Leila Douek El-Harbi, je pense que c'est notre amie de Tunisie. Vous avez parlé également de polysomnographie. Quel intérêt et quelle indication? Alors, la polysomnographie, vraiment, on a dit, c'est le dernier recours. C'est vraiment si on n'arrive pas à s'expliquer l'échec de notre traitement, alors qu'on a déjà suivi le logigramme et on a déjà éliminé toutes les autres causes. D'accord? Donc, c'est vraiment la dernière étape pour comprendre qu'est-ce qu'il fait le malade. Par rapport à une polygraphie, la polysomno, en fait, ça ajoute du coup l'activité cérébrale. Donc, on peut comparer si le patient il est en sommeil paradoxal ou
en sommeil profond. Mais je pense que l'intérêt de la question, pourquoi ne pas dire polygraphie seule chez un… Qu'est-ce qu'on va chercher qu'est-ce que rapporterait la polysomnographie par rapport à la polygraphie dans ce cas-là de malades qui sont sous VNI? Jésus, je te laisse répondre. Non, mais c'est la réponse est dans la question, là. Rien, si ce n'est s'il y a un moment, on se demande si le sommeil est altéré. Sinon, nous, on utilise vraiment exceptionnellement la polysomnographie, et c'est de la polygraphie sous ventilation. On a même des machines actuellement, comme les machines de Breas, la Vivo 45, qui vient de sortir, qui fait des polygraphies intégrées. Donc, on est d'un confort inouï, on les fait même à domicile. Non, on vraiment déclenche une polysomnographie seulement si on a une question sur le sommeil, sur la qualité du sommeil. Et là, on est dans la super expertise, tu vois, dans l'étage, là, logiciel, polygraphie, si jamais on ne comprend pas le problème ventilatoire. Et si après, on a un malade qui ne va pas mieux, qui dort mal, mais on n'a pas de problème ventilatoire, par exemple, là, ça peut être intéressant de déclencher une polysomnographie, mais on passe plus dans le monde des collègues somnologues que d'une autre, hein. Donc, pas un grand intérêt, tu as raison. Alors, une question de Ferdows Hnoun. Comment faire la différence entre fuite et obstacle dans un mode barométrique? Est-ce sur la baisse de pression dans les fuites et l'inverse en cas d'obstacle? Ok. Donc, en fait, on a vu dans un mode barométrique, on fixe des pressions et c'est les signaux-passions, c'est les débits. Ok. Donc, en cas des fuites, on a dit si les signaux ne sont pas retravaillés par le fabricant, on verra une envolée du débit, une augmentation du débit. Et en cas d'obstruction, on verra une diminution du débit. OK. Et je vous disais, si le signal, par contre, il est retravaillé, on va plutôt regarder la forme pour faire la différence entre fuite et obstruction. D'accord. Une question. VNI et trachéomalacie, mode barométrique ou volumétrique? En fait, s'il y a une trachéomalacie, la pression, en fait, elle est censée vaincre ce problème. Les volumétriques aussi, peu importe. D'accord. Une question. Il y a Firdaus qui te remercie. Merci beaucoup, Laura. Merci. Vous installez des VNI à domicile, c'est bien, mais pour le suivi, vous avez la possibilité de télésurveillance dans votre pratique sur les VNI? Si, en fait, ça, c'est plutôt du coup le prestataire qui s'en occupe. Mais on a la possibilité, en fait, de télésurveiller les patients à distance. Alors, c'est vrai que dans les protocoles, en fait, qu'on a mis en place pour les VNI à domicile, ça se passe, en fait, sur 3 jours qui ne sont pas forcément conséquentes. C'est-à-dire, une première fois, on y va, donc le kiné avec le prestataire pour mettre en place la machine. Ensuite, seulement après que le patient il s'est adapté et on a un enregistrement, une observance du coup de au moins 4 heures, les prestataires vont faire un PTCO2 des contrôles pour voir déjà si il y a des différences, si on a amélioré par exemple l'hypercapnie, si ça s'est baissé. Et un troisième jour, j'y retourne pour éventuellement faire une première lecture des premières données, ça peut être des premiers jours par exemple, et voir si déjà je peux faire des modifications, que ce soit l'interface, que ce soit des montées de PEP pour les obstructions. Et ensuite, les suivis, c'est à l'hôpital du jour avec un mois, au bout d'un mois. D'accord. Une autre question. La fuite n'étant pas la même, quel est le meilleur équipement, Resmed ou Philips?
Alors, c'est une bonne question parce que si on regarde par rapport aux fuites, c'est vrai que les logiciels de Philips, ils ne retravaillent pas les signaux patients. Donc, c'est vrai que c'est mieux dans le sens où on a des variations du débit qui sont logiques quand il y a une fuite. Parce qu'on comprend bien que on comprend bien l'envolée en fait du débit si la pression reste la même en cas de fuite. Alors que quand le signal en fait il est retravaillé, et soit ça monte le signal mais d'une façon pas logique, soit je vous disais ça ne monte même pas et ça change la forme. Donc j'aurais envie un peu de dire Philips pour les fuites, mais bon, après, il y a d'autres choses d'autres contraintes du logiciel de Philips Oui. qui nous font dire qu'il n'est pas parfait non plus. Mais en fait, il n'y a aucun logiciel qui est parfait. Il s'améliore de plus en plus. Mais franchement, il faut être à l'aise à le lire un peu tous. Mais c'est vrai que voilà, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. D'accord. Ou au contraire, souvent on enseigne. Alors nous, on est obligé de tous savoir les lire parce qu'on reçoit beaucoup de malades d'autres collègues et on est obligé on ne change pas la machine, on ne change pas tout. Quand le collègue a fait une prescription, on respecte ça. Maintenant, on peut aussi dire le contraire, hein. La bonne machine et le bon logiciel, c'est celui que vous connaissez bien. Et donc, si c'est vous le prescripteur, utilisez une seule chose si vous êtes à l'aise avec une machine, hein. Oui. Maintenant, toutes les machines se valent, hein, donc, mais nous c'est un peu biaisé. On est obligé de tout savoir lire parce qu'on voit des malades qui arrivent avec tout. Alors, dernière question. Par la VNI, on se base sur les tracés, certes, mais souvent, pour la VNI, on se base sur les tracés, certes, mais souvent, on peut deviner un asynchronisme du fuite juste par l'interrogatoire. C'est-à-dire que la question, est-ce qu'on pourrait, juste avec l'interrogatoire, s'apercevoir qu'en fait, le patient, il est asynchrone et qu'il fait des fuites? C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de prendre des informations du patient. C'est vrai que surtout quand on parle de tolérance au traitement, des compliances au traitement, et bien sûr, ce qui vaut, c'est aussi les mots du patient qui va nous dire j'ai eu du mal, enfin, je sens que par exemple, j'ai pas assez d'air, bien sûr. J'ai pas assez de temps pour inspirer. J'ai pas assez de temps pour expirer. J'ai besoin de faire un effort trop important pour déclencher le ventilateur. Bien sûr, d'ailleurs, il faut poser les bonnes questions, mais si les patients il arrive à nous répondre en fait par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut, parfois ça nous arrive de faire des réglages au lit du malade. On dit comme ça dans le sens où on fait un essai avec les malades connectés au ventilateur et on ajuste les réglages en fonction de ce qu'il nous dit. Mais par contre, je ne peux pas dire que ça, c'est la règle unique à suivre. Tout va. C'est comme un détective qui prend des indices pour mener son enquête. En fait, il faut qu'il prenne des indices un peu partout. Et puis après, seulement comme ça, il pourra avoir l'idée générale et la solution aussi au problème. D'ailleurs, c'est ça qui nous permet de vraiment régler la VNI au lit du malade par le mode volumétrique, c'est écouter le patient et voir un petit peu qu'est-ce qu'il dit. C'est ce que disait tout à l'heure Jésus, c'est avec le mode barométrique, c'est le malade qui raconte et qui est confortable, et que le mode volumétrique, c'est autre chose. Et en tout cas, c'est bien de faire participer le patient, et ce qu'on fait en ambulatoire et en hospitalier. Écoute, je crois que c'est la dernière question.
Je tiens à te remercier, Laura, tu as été superbe. Jésus, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, mais franchement, merci à Jésus aussi. Merci au service d'être toujours prêt à nous aider pour nos webinars et nos présentations. Je tiens à remercier le laboratoire Boehringer d'avoir sponsorisé et supporté cette session et supporté les pneumologues et la formation médicale continue. Je remercie l'assistance aussi qui s'intéresse à la VNI. Encore une fois, c'est ce que disent les malades et encore une fois, c'est l'interface qui est très, très importante en VNI. Les fuites, tu l'as dit, sont très importantes à scruter et à suivre parce que c'est ça qui fait que la VNI marche ou ne marche pas. C'est l'observance du patient et c'est les fuites qui vont faire que l'observance va diminuer. Voilà. Je vous remercie tous. Merci Laura encore. Et moi aussi, je tenais à vous remercier pour l'invitation. C'était un plaisir pour moi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça a été utile. Et je vous souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.